À retenir dans l'actualité de ce mercredi, la deuxième rencontre pour le compte de cette année 2015 entre les responsables de la BCEAO et ceux des banques et établissements financiers du Togo. Pour une meilleure croissance économique, il était question pour eux de faire le point de leurs activités et adopter une stratégie commune. La révolution s'invite dans le secteur du bâtiment au Togo. Depuis plusieurs semaines, les artisans maçons et ferrailleurs découvrent une nouvelle technique de construction des bâtiments plus vite et à moindre coût grâce à la technologie U. À découvrir tout de suite dans ce journal. Et puis la lutte contre la pandémie du VIH-Sida prend en compte une catégorie de personnes souvent négligées, les locataires des lieux de détention dans notre pays. Un plaidoyer est élaboré justement pour un accès aux soins des personnes vivant avec le VIH-Sida en milieu carcéral. Voilà pour les titres de cette édition. Bonsoir à toutes et à tous. Les bonnes relations de coopération entre Paris et Lomé étaient au cœur des discussions entre le Premier ministre Selom Komi Klassou et l'ambassadeur de France au Togo ce matin à la primature. Marc Fonbossier est allé féliciter le chef du gouvernement pour sa nomination, s'est réjoui de l'excellence du partenariat entre son pays et le nôtre. Ces propos sont recueillis par Chazinam Baga. Écoutez, c'était une visite de courtoisie, c'était une audience très classique lorsqu'un nouveau Premier ministre est nommé. J'ai demandé à le voir pour me présenter à lui présenter mes respects, l'amitié de la France sur laquelle il peut compter. Et nous avons avec le Premier ministre eu un échange très chaleureux qui a duré 1 heure, qui nous a permis de balayer un certain nombre de sujets sur les coopérations bilatérales entre la France et le Togo, les projets que nous pouvons avoir ensemble pour approfondir et aller plus loin dans l'accompagnement des mutations du Togo. On a constaté ensemble, et je m'en réjouis beaucoup, que les relations sont excellentes et il a bien l'intention, je crois l'avoir perçu, de permettre qu'elles soient encore meilleures qu'excellentes. Je ne sais pas si ça peut exister, mais en tout cas, nous sommes mutuellement convenus de continuer dans la bonne direction. Et la France sera aux côtés du Togo, il le sait, pour l'accompagner dans toutes ces transformations et les changements qu'il traverse. Un autre partenariat a été revisité également ce mercredi. Il s'agit de celui qui lie la BCEAO aux banques et établissements de crédit dans notre pays. Pour cette deuxième rencontre au titre de cette année 2015, les responsables de la Banque ouest-africaine ont examiné les différentes activités menées par ces établissements financiers au Togo. L'essentiel de la rencontre avec Mathias Douglo et Carmen Madji à Kako. L'économie togolaise est en réelle progression grâce à l'évolution de l'activité bancaire qui s'est considérablement accrue ces 6 derniers mois. L'installation de 2 nouvelles banques cette année porte désormais le nombre des établissements financiers à 14. À fin mars 2015, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO, a noté une progression du total bilan des banques de 10% avec un encours des crédits établi à 967 milliards de francs CFA contre 856 milliards l'année précédente. La présence régulière des banques installées au Togo sur le marché régional au titre public a justement permis à l'État de mobiliser beaucoup plus de ressources pour le financement de l'économie au cours du premier trimestre de cette année. 123 milliards de francs CFA, soit 46% du montant prévu pour 2015. Le taux de financement de l'économie aujourd'hui est de 34%, ce qui est un taux élevé dans la sous-région. Mais avec ces nouvelles banques qui sont arrivées, nous pensons que ce taux devrait connaître un niveau beaucoup plus élevé dans les mois à venir. Ce que nous avons beaucoup apprécié, c'est que les taux d'intérêt débiteurs sont orientés vers la baisse sous l'impulsion de la Banque centrale, et les banques ont favorablement accueilli les mesures qui sont proposées par la Banque centrale et elles ont orienté les taux vers la baisse. Aujourd'hui, le taux qui est pratiqué pour le secteur productif, en moyenne, tourne autour de 7,7%, alors qu'on était à 8,7% il y a 1 an.
Des difficultés demeurent cependant. Certaines entreprises, principalement les PME-PMI, se trouvent confrontées à certains obstacles dans la recherche de financement bancaire. Ces contraintes, selon l'Association professionnelle des banques et établissements financiers du Togo, APBEF, sont de 3 ordres. Le premier, c'est lié à la demande elle-même, à l'entreprise elle-même. Au niveau des PME-PMI, nous avons des difficultés essentiellement au niveau de la qualité de l'information. Les informations qui sont soumises aux banques pour l'appréciation de la demande, elles ne sont pas en général fiables. Ce sont des informations tronquées, donc qui ne nous permettent pas de prendre une décision pertinente en termes de financement. Le second, c'est lié à l'environnement. Une des contraintes que nous rencontrons également au niveau des banques pour le financement des PME-PMI, c'est déjà les difficultés au niveau du foncier. Les garanties qui sont essentiellement prises, ce sont des garanties hypothécaires, mais aujourd'hui, les difficultés au niveau du foncier, la difficulté pour avoir des titres fonciers font que les banques n'arrivent pas à sécuriser les garanties, les crédits qui sont accordés. Le troisième, et il est lié, je dirais, aux banques. Pour pouvoir financer, je dirais, les PME-PMI, c'est vrai, il y a un volet financement du BFR, donc c'est sur du court terme, mais je pense que pour pouvoir développer également les PME-PMI, il faut financer l'investissement. Il faut financer la création de valeur et à ce niveau, les banques ont des difficultés en termes de disponibilité de ressources pour financer le crédit à moyen et à long terme. Cette séance a donc permis d'échanger sur ces différents points en vue de trouver des pistes de solutions. La BCEAO souhaite en outre poser les jalons pour le bon achèvement des projets qu'elle a initiés pour renforcer la solidité du système bancaire. La mise en place du bureau d'information sur le crédit BIC et le relèvement du capital des établissements de crédit et de refonte du dispositif de l'Union monétaire ouest-africaine UMOA. L'activité bancaire est l'une des valeurs sûres de la croissance économique au Togo et les chiffres le démontrent. Le taux de croissance est parti de 10 à 12% en quelques années grâce au fonctionnement de 13 banques réglementairement installées sur le territoire. Mais pas seulement. Ce palmarès est favorisé également par des facteurs insoupçonnables comme la position géographique du pays, le climat politique et social apaisé et même l'honnêteté des populations. Autant de facteurs qui font du Togo le nouvel appétit des institutions bancaires. Aimé Abalo. C'est l'un des secteurs où le taux de croissance est indubitablement le plus élevé, dans l'ordre de 10 à 12%. L'activité bancaire au Togo connaît de plus en plus un regain d'intérêt à cause des avantages comparatifs qu'offre le pays en termes de business dans toute la zone de l'UEMOA. Sérieux de la population, position géographique stratégique, législation souple et fidèle aux dispositions communautaires. D'ailleurs, la moyenne du taux de bancarisation dans tout l'espace est de 850 000 habitants par banque. Le Togo fait mieux avec 525 000 habitants pour une institution financière. 13 banques occupent actuellement le paysage financier togolais. D'autres établissements sont annoncés pour les jours à venir. Le climat est attractif. Le gouvernement a posé les bases pour assainir le secteur. Certaines banques sont privatisées pour aller à plus d'efficience. De nombreux emplois sont créés. Le niveau de revenus ainsi redistribué concourt au PIB. Quand on a un secteur qui a de la vitalité, qui arrive à avoir des taux de croissance de 12-15%, ou lorsque les bonnes pratiques sont mises en œuvre en matière de gestion, on arrive à avoir de bons taux de rentabilité, on considère, et toutes les banques qui arrivent font nécessairement cet exercice d'avoir un business plan, un plan d'affaires qui leur permet de savoir qu'en fait, elles ont intérêt effectivement à s'installer et que la prospection première, sanctionnée par un plan d'affaires, permet donc de faire du business. Et pour bien faire ce business, les banques togolaises ont pris le train de la numérisation. Elles sont à la pointe de la technologie pour offrir un service de qualité aux clients et aux opérateurs économiques avec une nouvelle dimension, se rapprocher davantage des populations. L'activité est assez dynamique en dépit d'un contexte économique assez rude. Et pour résister au temps, l'accompagnement des opérateurs économiques ne fait pas fi du respect des règles classiques. La monétique a fait un développement phénoménal avec l'appui de l'informatique également ces dernières années. Le Togo n'est pas resté en marge effectivement au niveau du secteur bancaire, mais je pense qu'on peut faire encore mieux. On peut aller beaucoup plus loin
Et tout ceci aussi dépend de l'accompagnement des services de télécommunication. La banque classique comme les nôtres, nous n'avons pas toujours les mêmes moyens que la microfinance pour faire le suivi, parce qu'un crédit c'est surtout le suivi, pour faire le même suivi que font les institutions de microfinance pour garantir un peu un taux de remboursement. C'est pour cela que les zones pour lesquelles nous n'avons pas beaucoup de certitude, nous n'avons pas beaucoup d'assurance au niveau de remboursement, notamment au niveau des petits crédits qui peuvent nous échapper. En ce moment-là, nous faisons un peu plus de prudence, nous jouons plus à la prudence. Mais il est évident que quand vous avez aujourd'hui, prenons le cas des PME-PMI, parce que c'est ça, il faut quand même se dire qu'on a besoin d'avoir un peu de régularité. Ce qui parfois bloque au niveau de certains crédits pour certains opérateurs économiques, c'est que le minimum même pour pouvoir accéder aux services bancaires n'est pas là. Les banques entendent donc renforcer leur partenariat avec la population en termes de formation et de sensibilisation pour l'aider à mieux tirer profit de leurs services. Le secteur entend profiter à fond du climat de paix et des perspectives économiques qu'offre le port autonome de Lomé pour contribuer davantage au développement du pays. Le projet de Lomé conteneur terminal est un projet qui, à mon avis, va booster suffisamment l'activité de manière générale, y compris celle des banques. Pourquoi? Parce que si tel que ceci est défini et qu'on est bientôt vers la phase finale pour démarrer cette activité, où des gros porteurs au niveau des grands bateaux qui arrivent effectivement, et que par le jeu du cabotage, comme on le dit, le Togo va, à partir du Togo, on va pouvoir alimenter des pays de la sous-région. Imaginez à peu près ce que ça, en termes de services essentiellement. Et puis, au niveau de la bande, une belle route ou bien du chemin de fer pour atteindre le Sahel. Voilà à peu près des perspectives, à mon avis, qui doivent permettre donc de tirer ce que j'appelle des avantages comparatifs au niveau du Togo. Les banques entendent donc contribuer activement à l'atteinte des effets attendus de ces avantages comparatifs pour drainer plus d'investissements vers le Togo dans les années à venir. Un objectif que veut également atteindre le nouveau gouvernement à travers son programme élaboré et rendu public depuis peu. Une politique qui passera par l'inclusion économique, financière et sociale. Mais en quoi cette option permettra-t-elle de renforcer la cohésion nationale et de là accélérer le processus de développement durable? Les explications avec Pierre Sesoupa. Le bien-être économique et social des Togolais, le sujet figure en bonne place dans le programme de politique générale du gouvernement Classo. Face à l'incidence de la pauvreté qui reste relativement élevée, pour le gouvernement, il faut passer à la vitesse supérieure. Et passer à la vitesse supérieure, c'est donc innover et donner un nouvel élan aux actions jusque-là entreprises. Et l'un des chantiers pour lesquels l'exécutif n'entend pas lésiner sur les moyens, c'est bien évidemment le développement à la base pour faciliter et accélérer l'accès des couches et des catégories les plus vulnérables au minimum vital commun. Une option partagée par des analystes. Nous avons des personnes qui ont une forte volonté de vouloir faire quelque chose dans la vie, mais tout ce qui leur manque, c'est le capital financier. C'est-à-dire que d'avoir un peu de ressources qui leur permettent de pouvoir mettre en œuvre, de pouvoir développer les potentialités qu'ils ont. Et pourquoi le gouvernement, aujourd'hui, nous en tant que spécialistes, nous pensons qu'il est sur le bon chemin? C'est tout simplement parce que le pays est arrivé à un niveau où il a encore plus besoin de ses filles et de ses fils. Vous voyez? Et dans ces conditions, aucune politique encourageant l'exclusion ne peut marcher. Il faut maintenant arriver à faire participer à l'activité économique tous les Togolais avec leur génie, avec leur innovation. Et pour cela, nous devons mettre en place des mécanismes, des produits, des services qui permettent réellement à ces populations de pouvoir se manifester dans l'économie, de pouvoir manifester le génie togolais pour qu'au final, nous puissions consolider non seulement la croissance, mais aussi aller plus loin en faisant positionner le Togo dans la sous-région. La tâche reste exigeante et consistera à renverser le niveau de chômage, de précarité et de sous-emploi, en particulier chez les jeunes.
En cela, la valorisation du programme national de volontariat, la promotion de nouvelles institutions et de nouveaux produits susciteront la création de richesses dans tous les secteurs, ce qui demeure une préoccupation. La question de l'inclusion sociale est aussi importante parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas demander à un Togolais d'améliorer ses performances quand il n'est pas en bonne santé. Donc, ce qui fait que vous devez régler toutes les questions liées à la protection sociale. Donc aujourd'hui, la question de l'assurance maladie universelle doit être une question qui est au cœur de la déclaration de la politique générale du gouvernement. La question de la sécurité alimentaire doit être une question très importante à régler. La question même de l'emploi doit pouvoir être réglée de manière structurelle, surtout au niveau des jeunes. Parce que nous sommes dans un pays où 75% de la population a moins de 35 ans. Donc, et la population double tous les 25 ans. Donc, avec ces chiffres, vous ne pouvez pas vous attaquer à d'autres problèmes que la question qui règle la question de la synergie des compétences. Et seulement à ce titre, vous pouvez créer une cohésion nationale qui finalement vous permet non seulement de consolider la croissance, de consolider les acquis du pays, de pouvoir rester dans la dynamique de croissance, mais d'aller encore plus loin. Et pour aller plus loin, le gouvernement se met déjà à l'œuvre pour relever ces défis et donc préserver durablement la paix sociale et la cohésion nationale. Et dans la lecture de ce communiqué du gouvernement pour poursuivre cette édition, il s'est produit ce mercredi 8 juillet 2015 aux environs de 7 heures sur le site d'extraction de phosphate à Kpogame, un accident de travail. En effet, une équipe chargée de rallonger un convoyeur se rendait sur le lieu de travail à bord d'un pick-up quand elle a été percutée de derrière par un bull en pleine descente. Alerté, la gendarmerie s'est rendue sur les lieux pour faire le constat. Malheureusement, on déplore dans cet accident un mort et 3 blessés, dont un grave, évacué à l'hôpital d'Afanya où il suit des soins appropriés suite à une fracture à l'épaule doublée de luxation. Ces jours ne sont pas en danger. Informé, le gouvernement a dépêché le ministre des Mines et de l'Énergie qui s'est rendu sur les lieux afin d'apporter la compassion du chef de l'État et du gouvernement. Le ministre des Mines et de l'Énergie a instruit la direction générale de la SNPT de prendre toutes les dispositions sécuritaires pour que de tels accidents ne se produisent plus. Une enquête a été ouverte pour situer les responsabilités de cet accident. L'inclusion économique comme base d'un processus de développement durable réussi transite également par le respect au franc prêt du budget réparti par l'État pour le fonctionnement de chaque secteur. Mais dans l'éducation, la somme prévue est toujours insuffisante. La cause? Le retard dans le traitement des dossiers d'admission des enseignants à leurs différents examens professionnels. Un abcès que veut crever depuis plusieurs semaines les membres de la cellule de contrôle des effectifs et de la masse salariale. À Atakwame, ils ont rencontré les inspecteurs de l'éducation. Yves Agbevivi. Après adoption et la mise en route d'un budget annuel au niveau étatique, il arrive souvent des perturbations liées au rappel dû aux enseignants. Des rappels nés des réussites aux examens pratiques et dont les procès-verbaux sont tardivement établis et envoyés au niveau central des mois après, ce qui entraîne d'importants fonds à décaisser dans la caisse de l'État. Plus le retard est grand, les rappels non prévus dans le budget annuel sont davantage importants et l'économie du pays en souffre. Il en est de même pour l'envoi des bulletins individuels remplis par les agents. Il faut enrayer le laxisme dans l'administration togolaise et surtout dans le secteur de l'éducation qui totalise près des 3/5 de l'effectif des agents de l'État. Cela passe par la sensibilisation des agents avec qui les membres de la cellule de contrôle des effectifs et de la masse salariale se sont entretenus à Atakwame. Une rencontre qui a réuni les responsables de l'éducation au niveau régional des plateaux. Nous sommes venus voir, puisque c'est eux qui, à la base, passent les examens pratiques et oraux, ce qui fait qu'à la fin, c'est eux qui dressent les procès-verbaux. C'est des séances de travail pour qu'on échange et trouver des solutions pour voir comment, vraiment, si on ne peut pas éliminer ces retards, comment les réduire.
Des échanges qui ont permis à chacun des participants de voir autrement la gestion administrative pour un déblocage favorable à une administration non pesante, mais fluide et constructive d'un Togo épanoui. En plus de la prochaine célérité de traitement de leurs actes d'admission, les enseignants auront de nouvelles disciplines à dispenser aux apprenants, comme l'éducation civique et morale. Une idée des éducateurs pour un retour aux valeurs civiques et citoyennes perdues depuis quelque temps. Et en attendant la mise en pratique à la rentrée prochaine, les enseignants assimilent d'abord les nouveaux curricula. Ramdan Bassina. C'est en 2007 que le Togo a lancé un vaste programme de réforme de l'enseignement de l'éducation civique et morale ECM. Depuis que cette matière est rendue obligatoire, l'étendre aux établissements d'enseignement technique suppose un renforcement des aptitudes des professeurs. C'est pour cette raison que nous voudrions qu'au niveau de nos apprenants, cette formation puisse apporter un tant soit peu quelque chose de positif. Et je crois que c'est au niveau des familles et des maisons, ça va se répercuter. Le non-respect des couleurs nationales et des feux tricolores, la dégradation des biens publics sont entre autres comportements qu'interdisent la morale et le civisme. L'accent est mis essentiellement sur deux aspects au cours de cette formation pour ainsi mieux appréhender l'enjeu. Au cours de cette formation, nous voulons mettre l'accent sur la méthodologie d'enseignement de l'ECM parce que l'ECM ne peut pas être enseigné comme les matières classiques, histoire, géo, français et autres, puisque ce que nous visons, c'est le socio-affectif. Un changement de comportement de la part de nos apprenants. Nous voulons également mettre l'accent sur l'évaluation, parce qu'il y a la problématique de l'évaluation de l'ECM qui se pose. Comment on peut évaluer ce qu'on peut voir en dehors de la classe? Parce que quand nous voyons les exemples de civisme qu'on voit souvent, ce n'est pas seulement dans la classe qu'on constate cela, mais en dehors de la classe. Contrairement aux autres disciplines, l'enseignement de l'ECM mise sur le savoir-être et le savoir-vivre, ce qui constituera un socle d'un nouveau type de citoyens responsables à même de contribuer à l'essor du pays. Autre actualité, pour une meilleure réussite des projets de développement dans plusieurs secteurs, il a été élaboré une nouvelle dynamique, la démographie. En clair, il faudra prendre en compte au préalable les besoins et attentes des populations avant même d'élaborer des projets visant leur épanouissement. L'idée sera bientôt réalisable, mais elle doit d'abord être approuvée par les experts et surtout les partenaires. Les précisions avec Albertine Yakin. Est mis en œuvre une mesure qui appelle à renforcer l'intégration des données socio-démographiques dans la planification sectorielle. Cette mesure prend en compte l'état des lieux dans les domaines de la collecte, de l'analyse et de l'utilisation des données. Ici, les différents acteurs vont tenter de s'accorder sur l'intégration de la dynamique démographique dans la planification sectorielle. Notre rôle, c'est de relever les besoins, les insuffisances, et pour les prendre en compte dans les politiques, les programmes et les projets de développement dans différentes régions, au niveau de la santé, de l'agriculture, au niveau de l'éducation, donc sur le plan sectoriel en général. L'exécution de ces programmes sectoriels soutenus par le GIZ couvre particulièrement 3 régions prioritaires. L'objectif est de parvenir à une meilleure orientation de la planification sectorielle axée sur les développements démographiques durables. C'est de faire ressortir les faiblesses et les forces dans la collecte des données sociodémographiques, dans l'analyse de ces données et aussi dans l'application de la prise en compte des données dans les différentes projections et des études de prospective. Parce que nous avons constaté que souvent, quand on planifie, on ne prend pas en compte l'évolution de la population. Le représentant de l'ambassadeur d'Allemagne, Martin Schlecht, a salué le partenariat et l'engagement de tous les acteurs. Selon lui, cette réunion va contribuer à mieux sensibiliser les populations et à relever les défis de développement au sein des couches vulnérables. Direction maintenant d'Apaon à la découverte d'un bâtiment nouvellement construit. Sa spécificité réside au niveau de la dalle réalisée. Elle n'a pas nécessité autant de planches et de bois comme à l'accoutumée et même qu'elle a été entièrement réalisée au sol. Une innovation 5 fois plus économique et dénommée Technologie U. Désiré Aloy nous explique en détail la particularité.
Un nouveau-né dans la technique de construction bâtiment, la technologie U. Une nouvelle technique qui cherche à relever le défi. Un bâtiment témoin pour l'attester. Après la réalisation des murs, le bâtiment vient d'être dallé avec la même technologie appliquée. Des nervures préfabriquées d'une manière artisanale pour réaliser la dalle en béton armé sans ou avec peu de coffrage. Avant, pour faire les dalles traditionnelles, on met beaucoup de planches avec des T et on met les armatures pour nervures là-dessus. On coule et on attend 21 jours pour décoffrer. Nous, ce que nous avons fait, c'est que nous avons mis des moules au sol, on a coulé les nervures au sol et les 21 jours sont passés au sol. Après, on les a soulevés pour les poser. Ça veut dire que les nervures, qui sont vraiment les supports de la dalle, sont déjà dures, ont déjà fait leur maturité et maintenant on pose les ourdis et on peut tirer la dalle. Les maçons et les ferrailleurs de la région des Savanes, après une semaine de formation, apprécient la dynamique dans la construction bâtiment. Je suis très prêt à appliquer par la grâce de Dieu. Et je suis sûr que la formation que j'ai acquise va m'amener à bien exécuter les travaux sur les chantiers. C'est très économique. Désormais, nous allons inviter tous les artisans qui n'ont pas eu la chance de suivre ça et que ceux qui ont déjà eu la formation, ils vont partager maintenant cette formation avec les autres. Non seulement la technologie U appliquée participe à la protection de l'environnement, mais reste aussi un chronoporteur qui fait gagner le temps et est 5 fois moins cher que l'ancienne méthode. L'avantage, c'est quoi? Tous les T qu'on utilise, toutes les perches qu'on utilise, tous les bois qu'on utilise, nervure par nervure, reviennent seulement à cette ligne de T que vous voyez là-bas. Ça veut dire que vous pouvez couler la dalle et passer sous la dalle le même jour. La réduction du coffrage, c'est 5 fois par rapport au coffrage traditionnel. Donc ça veut dire que cette dalle, en termes de coffrage, va coûter 5 fois moins cher que la dalle traditionnellement réalisée. En somme, la technologie U s'applique à toutes les tailles, les formes et les dalles en béton armé. Garrety Ingénierie et le Fonds national d'apprentissage, de formation et de perfectionnement professionnel FNAPP s'investissent à vulgariser la pratique de cette nouvelle méthode U encourageante qui révolutionne dans le bâtiment. La nécessité de mettre les détenus infectés au VIH-Sida sous traitement ARV dans les prisons est au cœur d'une rencontre organisée ce matin à Lomé. Il est question de faire des plaidoyers à l'endroit des différents acteurs en charge des questions pénitentiaires pour que les détenus vivant avec le virus aient véritablement accès aux services de prévention et aux soins dans leur lieu de détention. Les précisions dans ce reportage signé Lucassi et Clarisse Atiklet. La situation de l'infection au VIH-Sida dans les milieux carcéraux devient de plus en plus préoccupante. De 4,3% de prévalence en 2011, elle est de 4,5% actuellement, selon l'enquête comportementale et de séroprévalence du VIH réalisée par le PNLS. Et l'accès des détenus infectés au traitement ARV reste un autre problème. Ici, tous les acteurs impliqués dans la lutte contre le VIH-Sida convergent leurs idées pour ainsi aboutir à un plaidoyer en vue de l'accès aux services de prévention et de soins VIH aux détenus en milieu carcéral. On fera un peu le point de la situation du VIH aussi bien au niveau national qu'au niveau du milieu carcéral. Et ceci en passant en revue les populations clés, c'est-à-dire les hommes qui ont des rapports sexuels avec les autres hommes, les professionnels de sexe, les usagers de drogue, et dont font partie les détenus. Les recommandations ne viendront qu'à l'issue de cet atelier, certainement qui vont déboucher sur l'élaboration d'un document de politique nationale pour la prise en charge, j'allais dire, en milieu carcéral en ce qui concerne le VIH. L'administration pénitentiaire apprécie à sa juste valeur cette démarche du secrétariat permanent du Conseil national de lutte contre le sida et les IST. Mais encore, faudra-t-il que des dispositions soient prises pour éviter le rejet ou la stigmatisation des personnes vivant avec le VIH dans les lieux de détention?
Un certain nombre de précautions doivent être prises afin que les détenus qui sont infectés puissent avoir leurs ARV en faisant en sorte que les autres qui ne le sont pas ne sachent pas que telle ou telle personne a été atteinte de ce mal du siècle. Le plaidoyer va également prendre en compte la dotation des prisons de tout le dispositif sanitaire nécessaire pour la prise en charge efficiente de ces hommes et femmes privés de liberté. À retenir également dans l'actualité de ce mercredi, on apprend ce soir l'inculpation de Moussa Dadis Camara dans le cadre de l'enquête sur le massacre de septembre 2009 à Conakry. L'ex-chef de la junte guinéenne était justement écouté ce mercredi dans le cadre de cette enquête. Nous reviendrons plus en détail sur cette information dans nos prochaines éditions. Le ministère en charge du tourisme a formé les opérateurs des hôtels et bars de la région de la Kara pour mieux remplir leur mission. Et ceci en prévision de l'événement culturel Evala dans la Kosa. Nestor Mozo. Les cuisiniers et serveurs d'hôtels, de même que les tenanciers de restaurants et bars de la Kara, renforcent leur capacité sur la qualité de leur service. Un bon service est un atout indéniable qui permet d'attirer et de maintenir les clients. L'initiative de cette formation a été prise par le ministère du Commerce, de l'Industrie, de la promotion du secteur privé et du tourisme. La période choisie n'est pas le fait du hasard. Le mois de juillet est un mois consacré à l'initiation des jeunes dans la Kosa. Et voilà pour les garçons et Akuba pour les filles. Ces deux cérémonies connaissent une influence des touristes. C'est pour permettre aux participants d'être à la hauteur des attentes de ces touristes et d'autres clients d'hôtels et de restaurants que la session de formation est tenue. C'est vrai qu'ils sont dans le métier, mais un renforcement de capacité apporte toujours un plus à ces acteurs pour leur rappeler le b.a.-ba de l'hôtellerie, le b.a.-ba de la restauration, comment est-ce qu'il faut se prendre pour pouvoir mieux accueillir, mieux héberger et mieux restaurer, comment est-ce qu'il faut confectionner un menu, une carte, quel est le processus, les recettes, la tenue, l'accueil, l'entretien corporel, c'est très très important. Quand vous servez un client et que vous avez des odeurs de sueur, ce que vous allez lui donner à manger, il n'aura plus envie de manger. Le préfet de la Kosa, le colonel Hemo Badiwa Bakali, a saisi l'opportunité de cette session de formation pour solliciter du ministère en charge du tourisme de ne pas se limiter au renforcement des capacités des opérateurs d'hôtels et de restaurants, mais de contribuer aussi à l'aménagement des sites touristiques dans la région de la Kara afin de les rendre plus visibles et attractifs. Et puis le ministre de la Défense et des anciens combattants porte à la connaissance du public que les 98 candidats dont les noms sont à consulter dans le quotidien Togo Presse sont déclarés admissibles au concours direct d'entrée à l'école de formation des officiers des forces armées togolaises et FOUFAT session 2015. Les intéressés sont priés de se présenter au camp militaire du 2e régiment d'infanterie, 2e RI à Adidogomé le lundi 13 juillet 2015 à 6h30 en vue de passer la visite médicale d'aptitude et les autres épreuves d'admission. Se munir d'une pièce d'identité. Les candidats non retenus passeront retirer leur dossier à la division formation de l'état-major des forces armées togolaises à partir du 20 juillet 2015. Et ainsi se referme cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi où que vous soyez grâce à la télévision togolaise, notamment du côté de la Kosa. Au revoir.